Quand j'ai écrit l'historique de ma druidesse du cercle des fournaises Vesper, j'y ai inclus une bague ornée d'un scorpion doré qu'elle avait trouvé dans un bazar de rue. La bague influençait sa chance de manière positive, mais peu à peu, elle lui donnait l'impression que quelque chose l'observait, la suivait. J'avais écrit que ça devenait si insupportable qu'elle était allée au dock et avait jeté la bague dans la baie. La sensation d'être observée avait disparu instantanément. Avance rapide d'environ 5 ans in-game jusqu'à la campagne actuelle. Vesper est aujourd'hui de retour dans la ville où elle avait trouvé puis jeté la bague. Sa sœur adoptive, plus jeune, Lena, chef d'un gang de rue composé de jeunes orphelins appelés les Lucioles, a été piégée et accusée du meurtre d'un puissant capitaine de navire appartenant à une coalition de marchands. Le contre-coup politique est énorme et la ville est une poudrière. Vesper et un autre PJ nommé Sarik essaient activement de blanchir Lena avant le procès officiel et la pendaison prévue dans 3 jours. Ces 3 jours nous ont pris environ 1 an de séances bimensuelles au passage, et on a adoré chaque seconde. Assez tôt dans la 2e journée, Vesper, gagnée par le désespoir, part à la recherche de la bague. Elle a besoin de toute la chance possible. Elle plonge dans la baie à l'endroit exact où elle l'avait jetée et, de façon suspectement facile, elle repère la bague et la récupère. Une fois sur la terre ferme, elle la passe à son doigt. Rien ne se produit. Tout au long de la journée et de la nuit suivante, elle essaie de faire fonctionner la bague sans comprendre comment. À un moment, nous sommes forcés de descendre très profondément dans d'anciens égouts labyrinthiques sous la ville et nous sommes attaqués par une plante géante. Vesper tente d'esquiver une énorme liane qui cherche à la frapper et à la projeter dans l'eau. Je fais un 1 naturel. Mais au lieu d'un échec catastrophique, elle entend des voix murmurer dans sa tête dans une langue inconnue et elle esquive la liane tout en ressentant une douleur aiguë dans la main où se trouve la bague, assez forte pour lui infliger des dégâts. Nous survivons au combat et les événements s'enchaînent si vite qu'elle n'a pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer. Dans les égouts se trouve une conscience collective de rats qui nous aide à survivre à une embuscade, puis communique télépathiquement avec Vesper. Elle exige que Vesper lui soit redevable et précise qu'elle viendra récupérer sa dette. Quelques heures plus tard, nous sommes de retour à la surface et la conscience collective s'adresse à nouveau à Vesper. Elle lui ordonne de venir l'aider immédiatement. Soudain, les voix murmurantes transpercent son esprit avec douleur et réduisent les rats au silence. Vesper est maintenant terrifiée par la bague et par ce qu'elle pourrait lui faire. Mais elle doit sauver Lena et la bague peut être l'avantage décisif dont elle a besoin. Avance rapide de quelques heures supplémentaires. Un interrogatoire sordide, de la torture psychologique infligée à un officiel de la ville, un cambriolage au quartier général de la police secrète et une course-poursuite frénétique à travers la ville en tentant de fuir après que le casse a mal tourné, causant la mort d'au moins un garde et laissant plusieurs autres grièvement blessés. Nous volons au passage le journal du capitaine de la police secrète, Veng. L'autre PJ, Sarik, est un espion à la retraite. Il s'assoit donc pour déchiffrer le code du journal. Il découvre plusieurs choses. Premièrement, le journal ne contient aucune preuve permettant d'innocenter Lena. Deuxièmement, il s'avère que Veng et Sarik partagent la même obsession, un agent d'une puissance étrangère connu sous le nom de Kestrel. À quelques heures seulement du procès, Sarik propose un plan foireux, un pari désespéré. Nous devons convaincre Veng de libérer Lena, soit en lui proposant de l'aide et l'expérience de Sarik concernant Kestrel, soit en le faisant chanter avec le journal qui contient de nombreuses informations qu'il ne voudrait pas voir tomber entre de mauvaises mains. Sarik a des contacts avec la confrérie du Malte, un groupe de contrebandiers et de criminels opérant dans la ville. Au cours des derniers jours, nous avons découvert des informations susceptibles de les aider contre un nouvel ennemi. Nous utilisons cela comme un levier pour tenter de les convaincre d'organiser une rencontre en terrain neutre entre nous et Veng. Veng accepte, les termes étant que la confrérie garantit la sécurité des deux parties, avec l'idée que si l'un des camps fait une connerie, la confrérie soutiendra l'autre. À ce stade, Vesper lutte désespérément pour préserver sa santé mentale, mais sans le contrôle lui échapper peu à peu. Sa colère et son désespoir lui paraissent à la fois naturels et profondément anormaux. Mais elle sait que le plan de Sarik est le seul qu'ils aient. Et il lui rappelle qu'elle doit garder la tête froide pour Lena. La rencontre a lieu dans l'un des entrepôts de la confrérie. Ça se passe plutôt bien. Sarik et Veng s'éloignent de quelques pas, hors de portée de l'oreille de Vesper, du garde du corps de Veng et du représentant de la confrérie. Ils parviennent à un accord. Veng blanchira Lena et la libérera en échange du journal et de l'aide de Sarik. Pendant ce temps, Vesper et le garde du corps de Veng se livrent à un duel de regards, quand soudain, la conscience collective des égouts assaille violemment l'esprit de Vesper. Des milliers de voix hurlent dans sa tête que des intrus les attaquent. Sarik et Veng reviennent et juste au moment où Vesper s'apprête à parler des voix à Sarik, une énorme explosion souterraine secoue le bâtiment. Nous tentons de fuir par la porte, mais une pluie de carreaux d'arbalètes rend toute sortie impossible. Le type de la confrérie nous montre une trappe menant aux égouts. Sarik y jette une torche et nous voyons des milliers et des milliers de rats fuir dans la panique, poursuivis par une lumière bleue. On se dit hors de question, et on décide de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts de la confrérie. 5 hommes masqués enfoncent la porte et attaquent l'entrepôt.
Le combat tourne mal et Vesper décide enfin de lâcher le dernier fragment de contrôle qui lui reste. Plus tôt, le MJ et moi étions tombés d'accord sur un point. Au niveau 8, je renoncerai à 3 sorts connus, laissant ces emplacements pour 3 sorts différents et surpuissants que le MJ concevrait. Je déciderai du moment où Vesper franchirait son point de rupture pour y avoir accès, mais sans savoir ce qu'il faisait. En revanche, je savais qu'il y aurait un prix à payer pour contrebalancer leur surpuissance. Je dis au MJ que c'est le moment. Il me demande si je veux des dégâts, du contrôle ou du soin. Je réponds que je veux tuer ces enfoirés. Vesper explose dans un brasier si intense et si lumineux qu'il blesse quiconque se trouve à son contact. Une vague de feu est projetée dans la direction des hommes masqués. Ils sont engloutis par les flammes et hurlent de douleur. Vesper commence elle-même à subir des dégâts du feu et l'entrepôt s'enflamme. Même le sol en pierre se met à bouillonner et à fondre. À chaque tour où Vesper maintient cet enfer, elle perd davantage le contrôle. Les vagues de feu s'élargissent et elle subit de plus en plus de dégâts. Ce n'est pas un feu ordinaire. Vesper est devenu un portail vivant à sens unique vers le plan élémentaire du feu. Les hommes masqués meurent en hurlant et l'entrepôt commence à s'effondrer. Vesper tombe au dernier tiers de ses points de vie quand la voix de Sarek parvient enfin à l'atteindre. Il hurle qu'elle doit arrêter. Si elle meurt, Lena mourra. Vesper reprend le contrôle, à peine. Je dois réussir un jet de sauvegarde de sagesse pour pouvoir arrêter le sort. Je le réussis et les flammes s'éteignent. Les autres se précipitent vers l'accès aux égouts, la porte de sortie se trouvant derrière le brasier. La dernière chose que ressent Vesper lorsque les flammes disparaissent, c'est que, même si l'enfer autour d'elle est brûlant et que son corps est encore incandescent, le doigt portant la bague au scorpion est glacé, douloureusement froid. Et c'est là que s'est arrêtée la dernière séance. Avant de t'expliquer pourquoi David Guetta ferait sûrement un excellent MJ, juste une petite pause pour te dire que si t'aimes ce que tu vois, tu peux t'abonner pour rien rater des prochaines semaines. Allez, on reprend. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est qu'objectivement, elle coche toutes les cases de la mauvaise histoire d'horreur de table JDR. 1 an de jeu pour faire avancer l'intrigue de 3 jours, un anneau maudit qui apporte surtout des emmerdes pendant très longtemps avant d'être vaguement utile, des emplacements de sorts volontairement détruits, des sorts surpuissants qu'on lance sans savoir ce qu'ils font, et un prix à payer qui consiste littéralement à détruire son propre perso à petit feu, mentalement et physiquement. Dit comme ça, c'est loin, même très loin d'être un succès garanti. Pire, avec exactement les mêmes éléments, on pourrait écrire une histoire à charge contre le MJ. Un MJ qui punit la curiosité, qui impose des visions d'ombre, qui fait payer très cher des choix flous, etc., etc. On pourrait lire cette histoire et conclure très vite. MJ toxique, red flag, fuyez. Sauf que voilà, la joueuse a adoré. Et ça change tout. C'est même merveilleux parce que ça rappelle une vérité que beaucoup de gens aiment pas entendre. C'est pas la mécanique, ni le ton, ni même la souffrance infligée aux personnages qui font une mauvaise table. En fait, c'est le décalage entre ce qui est proposé et ce que la table a envie de vivre. Parfois en commentaire, on me demande d'être plus tranché dans mes avis. De dire clairement, bah ça c'est nul, ça c'est toxique, ça c'est mal joué. Mais je peux pas le faire en restant honnête. Parce que mon avis, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon universelle de jouer au JDR. J'ai même envie de croire que, quelque part, il existe une table avec un Dark Sasuke insupportable, un Jean-Kevin Murder Hobo, un MJ sadique qui railroad à mort et qui s'éclatent tous comme des porcs. Et tant mieux pour eux. En fait, il n'y a pas de vérité absolue et indiscutable qui dirait ce joueur est mauvais, ce MJ a rien compris. Tout au plus, on peut dire, à la grande majorité des tables, on joue pas comme ça. Et c'est très différent. J'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de David Guetta sur la chaîne Wired où il parlait de son métier. Ouais, David Guetta, restez avec moi, vous allez comprendre. Il expliquait qu'être DJ, contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est pas juste ouvrir Spotify et balancer une playlist. En fait, c'est faire des transitions, ouais, mais c'est surtout lire la foule, observer ce qui se passe quand tu lances un morceau, sentir l'énergie, adapter la suite en temps réel. Un bon DJ, il joue pas ce qu'il aime, il joue ce qui fonctionne, mais ce qui fonctionne là, maintenant, pour ce public précis. Et c'est là que j'ai réalisé un truc sur le rôle de MJ. Tout comme un mauvais DJ suivrait une playlist, tu peux suivre une campagne écrite à la lettre. Si la table adore, c'est parfait. Mais le vrai talent, c'est de savoir lire la table. Si elle répond pas à la force de l'amitié full épique, t'abandonnes ça. Mais si elle aime l'introspection, la perte de contrôle, la folie, le sacrifice et le fait de défendre ses valeurs jusqu'à se consumer soi-même, alors allons-y, poussons dans cette direction à mort. C'est pas confortable, c'est pas safe, c'est pas universel. Mais quand c'est voulu, compris et désiré par la table, ça peut donner des histoires comme celle-ci. Et franchement, je sais pas vous, mais quelque part, moi je trouve ça super rassurant. Allez, l'histoire bonus du jour, c'est celle d'un MJ qui se casse la gueule parce qu'il a mal lu sa table. Enfin, plutôt un seul de ses joueurs. Je joue un occultiste. Mon patron m'a, en gros, inscrit de force à un immense tournoi impliquant d'autres dieux et leurs représentants. Le but, simplement voir qui gagnerait en combat réglementaire. Ces affrontements peuvent survenir à n'importe quel moment de la campagne et personne n'a le droit d'intervenir. Un jour,
Notre groupe entre dans une petite ville. Un type à l'apparence de lézard m'insulte sur ma taille et m'annonce que c'est son tour de m'affronter. Je vois mon MJ afficher un petit sourire en coin au moment où le combat commence. On lance l'initiative et je fais le meilleur jet. Je commence. Je lance trait ensorcelé avec des dégâts presque maximum. L'homme lézard fait son jet d'attaque et rate. À mon tour suivant, je choisis de relancer trait ensorcelé au lieu d'utiliser les dégâts automatiques du sort, histoire de tenter le critique. Et j'ai eu raison, 20 naturel. Mon MJ perd instantanément son petit sourire. Et je le tue sur le coup. Complètement déconfit, il m'explique alors qu'il avait conçu ce PNJ spécifiquement pour contrer les dégâts de force parce que j'abusais des décharges occultes. Sort que je n'ai absolument pas utilisé cette fois-ci. Et rip le lézard. La différence avec la première histoire est plutôt simple. Dans la première, le MJ accompagne ce que la joueuse a envie de vivre, même si c'est dur, risqué et inconfortable. Dans la seconde, le MJ cherche à piéger un joueur plus qu'à l'accompagner. Aucune lecture de table, et il finit piégé lui-même par le jeu. Heureusement, il le prend bien. Enfin, je crois. Dans la même veine, j'ai traité il n'y a pas si longtemps ces deux histoires où MJ et joueur manient l'horreur avec brio pour en faire quelque chose d'exploitable et d'inoubliable à leur table. Deux vraies leçons de JDR. Allez, à la semaine prochaine.